quand on va maintenant à la troisième partie, on va peut-être maintenant avoir le début d'un nouveau ordre mondial qui va peut-être consister, si on veut ou non, à un G2, quand on a deux puissances qui sont au centre, ce sont les États-Unis et la Chine. Et la grande question, ce sera qu'est-ce qu'en fait l'Europe doit maintenant faire. Et l'Europe, à mon avis, aura tendance maintenant à trop basculer vers la Chine et voir la Chine en tant que partenaire préféré. Mais à mon avis, l'Europe doit jouer aussi les deux cartes et les deux côtés et doit aussi rester entretenir des bonnes relations avec les États-Unis, même si on n'aime pas Trump, mais il a été élu. Donc il faut quand même faire avec. Et doit maintenant trouver un chemin entre les deux grandes puissances qui vont se développer, donc la Chine et les États-Unis. Bien, on se prend quelques minutes, je crois, pour quelques questions-réponses. Vous pouvez rester là, peut-être, si on... Ah ouais, parce que moi, je me mets sur le côté, je vous en prie. Voilà. Parce que je crois que c'est intéressant, les trois exposés, en fait, s'emboîtaient. Donc, c'est peut-être utile d'avoir d'abord entendu avant de revenir sur telle ou telle question. Quand même, vas-y, puisque tu as été la plus rapide. Ma première question va vers il y a deux choses que j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé un éclaircissement, peut-être que tout le monde a compris, dans ce cas-là vous allez très vite, sur ce que c'est que ce fonctionnement de IZP et cette économie que l'électronique permet. Je n'ai pas bien compris, ça m'intéresse. Après, j'avais un peu une autre question. Votre schéma par rapport à l'Afrique montrait en rouge ou en marron quelque chose de très fin, je dirais comme étant les choses, les richesses produites. L'investissement, les flux d'investissement extérieur. Oui, c'est-à-dire ce que l'Afrique produit. Non, c'est-à-dire ce que la Chine investit. Attendez, je parle de ceux du dessus. Le troisième graphique. Oui. Alors le troisième graphique en rouge, très mince, à la partie positive, ça correspondait à l'investissement chinois en Afrique. D'accord. Que je vous opposais, donc c'était un flux entrant, et je l'opposais aux flux sortants, qui étaient les flux de paiement des dettes et des menaces commerciales. Alors là, j'avais juste une question à dire. Vous avez, de façon extrêmement intéressante, montré comment l'Afrique était plutôt un client qu'autre chose. Vous n'avez pas du tout parlé d'un aspect qui me paraît important aussi. J'ai l'impression que si l'Afrique a un rôle de client pour la Chine, est-ce que la Chine ne fait pas aussi son marché en Afrique? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle exploite au Congo des minerais, quand elle est intéressée par des minerais de fer en Guinée, quand elle exploite du pétrole au Soudan? Enfin, on ne va pas tout passer, mais je veux dire... ça manque peut-être la réponse, parce que c'était assez dramatique votre... Oui, mais la réponse est dans la balance commerciale. Si la balance commerciale est négative, ça veut dire qu'elle vend plus que ce qu'elle achète. Bon. Et dans des proportions qui sont assez considérables. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi parfois que le prestataire de services chinois facture très cher et que celui qui vend, notamment des matières premières, les vend très peu cher? Et ça, j'ai évoqué la chute du coût des matières premières dès le départ, et ça expliquait le renversement de la balance commerciale, ça je vous l'ai dit. Mais ce qu'il faut constater, c'est que on se trouve dans une situation différente, en ce sens que du pétrole, il n'y a pas que l'Afrique que vous en trouviez. La bauxite en Guinée, parce que le fer et les Chinois ne déploient plus de fer en Guinée. La bauxite en Guinée, vous avez de la bauxite ailleurs. D'ailleurs, la bauxite, c'est ce qu'on trouve partout. La Guinée, elle a une chose, c'est qu'elle a une bauxite tellement bonne qu'il est très difficile de l'exploiter. Bon. Donc,
du cuivre, il n'y en a pas qu'en Afrique. Donc, si vous voulez, c'est une forme, c'est une source d'approvisionnement parmi d'autres sources d'approvisionnement. Donc, de ce fait, la Chine a une certaine liberté. Si vous me cassez les pieds, je vais aller ailleurs. Ailleurs me casse les pieds, je viens vous voir. Donc, et c'est un jeu que la Chine a effectivement joué, et c'est également un jeu qu'elle a joué d'un point de vue politique, pensez au pétrole et les relations de la Chine à propos du pétrole en Iran. Donc, ça, c'est quelque chose qui est effectivement très particulier, mais ce qui est nouveau en ce qui concerne l'Afrique, c'est que la poussée, le bénéfice que l'Afrique a pu tirer de cours de matières premières très élevés lui a permis de consommer. Et le fournisseur, là, pratiquement, la niche, c'est la Chine qui l'a, puisque ce sont des consommations de produits bon marché. Les pays européens ont continué à vendre ce qu'ils vendaient auparavant. Ils ont continué non seulement à vendre, mais vous avez une augmentation. La Chine a vendu, en l'espace de quelques années, l'augmentation de ses ventes, c'est 140 milliards. L'augmentation des ventes des pays développés, c'est 400 milliards. Donc, si vous voulez, pendant ce moment bénéfique pour l'Afrique où les matières premières étaient très élevées, hein, tout le monde en a profité, mais la Chine a profité d'une niche qui était propre à la Chine, qui était les vêtements bon marché, par exemple, les produits manufacturés bon marché, les véhicules bon marché. Donc, elle a de ce fait un certain monopole. Vous avez donc une situation qui est tout à fait déséquilibrée. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un fournisseur unique qui, lui, a des clients multiples et il peut jouer avec eux. Donc, mais mon problème n'était pas tellement de souligner ça. Mon problème, c'était de poser la question de savoir dans quelle mesure cet endettement était bénéfique ou non. Parce que c'est la question fondamentale. Effectivement, si on peut rembourser ses dettes, à ce moment, ça veut dire qu'on a pu évoluer. Et c'est parfait, c'est bénéfique. Et la Chine ferait à ce moment-là une chose que la Banque mondiale n'a pas pu faire. Aujourd'hui, malheureusement, et en partie du fait du renversement du cours des matières premières, on n'est pas dans cette perspective-là. Et ça pose effectivement, ça légitime une inquiétude, et ça légitime la crainte de voir de nouveau une situation d'endettement que l'on avait purgée en partie quelques années auparavant. Alors, si l'arrivée de la Chine, si l'arrivée de la Chine signifie que la Chine a profité du désendettement des pays africains pour s'enrichir au détriment des pays africains, c'est absolument catastrophique. Donc, ce sont des questions qui sont à la fois d'ordre très pratique, mais en même temps d'ordre politique et philosophique. Et si vous voulez, on ne peut pas avoir de réponse tous faite, parce que l'Afrique, c'est 54 pays avec des situations différentes, et la réponse qui peut être bonne pour un pays peut être mauvaise pour un autre pays. Il y en a un qui va pouvoir réellement instrumentaliser la présence chinoise. Il y en a d'autres qui vont... L'Algérie instrumentalise la présence chinoise, mais d'un point de vue politique. Le bénéfice économique, il n'est pas énorme pour l'instant. Vous avez d'autres pays qui vont tenter d'instrumentaliser la présence chinoise d'un point de vue économique. Par exemple, c'est le Maroc, mais dans une autre dynamique. Et avec des espoirs qui sont un peu plus concrets. Et vous avez toute une palette de pays qui se trouvent dans des situations qui sont totalement différentes. Donc c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose on ne peut pas avoir de réponse brutale. Hein, mais il faut constater la situation. Alors, pour revenir à la partie de la première question, alors c'est quelque chose, si vous voulez, toutes les nouvelles techniques financières, ce sont des techniques qui sont en train de se développer, qui ne sont pas quelque chose qui est achevé, mais c'est quelque chose que les Chinois ont mis sur leur agenda. Et ils essaient déjà de les appliquer dans un système intégré, qui est le système que je vous ai décrit, qui passe essentiellement par Djibouti, par Colombo et par Hong Kong, et qui va s'étendre sur tous les autres points. Alors, si vous voulez, je ne peux pas vous décrire très exactement le système, mais ce que vous avez, c'est que vous avez d'abord quelqu'un qui va gérer toutes les techniques qui concernent Internet. Et ça, c'est le rôle premier des IZP. Mais IZP a des divisions spécialisées, les unes pour organiser les paiements, et l'autre pour organiser les compensations avec les banques locales de façon à ce que le fournisseur chinois soit directement payé en Chine en yuan sans qu'il y ait de conversion. Et là, vous voyez que le gain est considérable parce qu'à ce moment-là, non seulement vous supprimez un coût,
Et vous supprimez un risque qui lui aussi a un coût puisque vous devez vous assurer. Le commerçant chinois ou le producteur chinois qui est payé chez lui en yuan pour un marché à l'extérieur, il n'a pas besoin de s'assurer contre ce risque puisqu'il rentre dans un système qui l'assure. Et en plus de ça, il peut faire des prix compétitifs parce qu'il raisonne en chinois, en yuan et non pas raisonner en dollars. Et avec dirons-nous, des spéculations sur les conversions. Donc vous avez ici la mise en place d'un système intégré qui est quelque chose, je crois, qui est assez unique, hein, et qui se met en place à propos de l'Afrique. Et qui s'étend également, qui va se mettre en place progressivement sur les pays européens, dans les ports, etc. Donc il y a des négociations. Pour le dollar, hein, oui, mais ce sont des négociations qui se font avec les banques centrales, mais qui ne se font pas de banque à banque, mais qui sont des négociations, que je veux dire commerciales, qui se font avec les banques centrales. Donc on a déplacé le problème aussi. Donc, alors c'est une piste, si vous voulez, sur laquelle il faudra réfléchir davantage pour exactement en comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose qu'ils tentent, c'est un point qu'ils mettent, hein, qu'ils essaient d'enfoncer, et ils sont de ce point de vue. Puis en Chine, la situation de China Merchants n'est pas comparable à la situation de Costco, qui n'a pas encore franchi ce pas-là. Mais Costco visera aussi à avoir le même système. Ça veut dire qu'ils veulent faire monter leur monnaie en puissance, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ça va permettre l'internationalisation du yuan, où ça va concourir à cette internationalisation et donc donner une assise et un poids politique beaucoup plus important à leur monnaie. Mais disons que là, c'est vu non pas directement par rapport à d'une négociation de pays à pays, mais c'est une négociation au sein d'un système de paiement. Donc c'est une démarche qui est finalement relativement différente de celle au genre de démarche auquel on peut être habitué. Et c'est quelque chose de très neuf, apparemment. Ah, c'est quelque chose de très neuf, oui. Monsieur, allez-y. Oui, je ne pensais pas que ce soit ça, mais ce que vous démontrez, c'est que la Chine n'investit pas en Afrique, elle fait du commerce, et vous dites qu'elle le fait très bien. Et est-ce que ce n'est pas le même problème avec l'Europe, finalement, et avec la Russie, et avec l'Amérique, et est-ce que finalement la Chine va rapidement trouver une limite à cette démarche purement commerciale? Parce qu'elle endette tous les pays qui sont en face d'elle, c'est le cas de l'Europe aussi. Alors je ne connais pas les rapports de centaines de milliards que ça représente, mais apparemment la Chine se facilite pas la vie pour l'avenir, parce que par rapport à l'Afrique, on sent très bien qu'elle crée une montagne de dettes en face d'elle, il peut y avoir donc des développements protectionnistes importants contre elle. Là, c'est le problème des coûts irrécupérables. Oui. Qu'on a évoqué, c'est une forme de keynésianisme. Je pose un trou que je rembourse, que je rebouche, mais à cette occasion-là, j'ai créé une dépense qui a permis aux gens d'acheter, et donc je fais tourner ma machine. Oui, mais sur la sécurité à long terme de la Chine, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'achat du foncier. C'est un autre problème. Oui. Bon, le foncier pour l'Afrique, non, elle ne marche pratiquement pas, c'est rien non. du tout ce qu'on va acheter. Au contraire, c'est même un échec. D'autres questions, madame? Oui, mais c'était une question pour Xavier Richet. Tu as mis deux sigles. Tu as mis le sigle BRI, oui, parce et que tu as mis le OBOR. Oui, OBOR. Oui, parce qu'OBOR, c'est l'ancien acronyme, et maintenant c'est BRI. OBOR, c'est One Belt, One Road. Et bon, alors, en Chine, quand on discute avec les gens, c'est Belt and Road. Et finalement, à l'usage, et officiellement, c'est devenu BRI, c'est-à-dire Belt and Road Initiative. Et je me permets d'insister sur le fait, ce n'est qu'un phénomène de traduction, parce que la dénomination chinoise n'a jamais changé. C'est que au bord passait mal. Donc ils ont traduit ensuite en BRI, parce qu'ils réintroduisaient le mot initiative pour dire que ce n'était pas une stratégie. Voilà. Alors ça c'est très chinois. Le mot initiative, les gens jouent là-dessus en disant bon alors c'est la géométrie variable parce qu'aujourd'hui c'est plus qu'une initiative, mais au départ c'était une initiative. Il faut bien voir qu'en Chine il y a pas des oppositions ouvertes mais des doutes sur OBOR. Dans un article j'avais dit que c'est un peu comme Raymond Cartier, la Corrèze avant le Zambèze, et face aux dépenses qui sont faites par les banques chinoises, par les banques politiques chinoises pour soutenir, par exemple, l'histoire du
Pakistan, parce que c'est là où ils perdent de l'argent. Ils construisent le train, ils construisent 20 centrales électriques, il y a une armée, une armée chinoise, enfin des gardes de sécurité armés qui gardent les chantiers parce qu'il y a des moudjahidis et tout ça. Donc, l'armée pakistanaise. Et il y a des, comment dire, des interrogations en Chine sur bon, est-ce que cet argent il ne serait pas mieux utilisé à investir chez nous. Donc c'est d'accord, ça vous embête. Et avec les risques associés. Bon, alors, bon, il faut savoir quand arrive la maturité des investissements, etc. Mais il y a des calculs qui montrent qu'il y a beaucoup de projets qui ont une rentabilité relativement faible, d'une part, et d'autre part, si on regarde les investissements directs chinois qui ont été faits récemment, il y a plus d'investissements, enfin disons la part des investissements directs chinois réalisés en dehors des pays BRI est supérieure à ceux qui sont faits dans ça veut dire que concrètement, les Chinois préfèrent investir aux États-Unis ou dans d'autres pays parce que la rentabilité est plus forte que parmi les pays qui sont normalement touchés par leurs propres investissements. Vous voyez, donc il y a des atermoiements, enfin, il y a des interrogations extrêmement importantes sur la rentabilité future de ce projet. Alors c'est important parce que politiquement, le chef, le président de la République, M. Xi, a mis, disons, c'est sa marque de fabrique, hein, donc il peut échouer. Hein. C'est pour ça qu'il y a une vision très forte. Disons, politiquement, c'est un projet fortement soutenu par le régime parce que ça doit réussir. Mais économiquement, il peut y avoir des effets. Alors d'autant plus que dans beaucoup de projets, il y a des firmes européennes qui sont jetées. Bon, par exemple, les Américains gagnent quand même un peu d'argent parce que pour faire les routes, il faut des Caterpillar. C'est américain, c'est pas chinois. Des Japonais en Chine. Hein, fabriqués en Chine. Alors, donc, ils peuvent gagner, mais il y a toute une série de marchés où il y a exclusion des pays européens et des États-Unis. Donc, alors, mais en même temps, on a besoin du matériel américain, du matériel européen. Merci. Oui, je me permets de rebondir sur une remarque de Mme Dany. Quand vous dites que la Chine est un simple investisseur, l'Europe ne devrait pas se montrer aussi frileuse vis-à-vis de ces investissements. Mais je me pose la question, est-ce que, parce que les intervenants ont tous fait remarquer aussi que les effets concrets, les investissements réels qui ont été mis dans ces pays, une soixantaine de pays sur la route qui sont au bord de ces projets, sont relativement modestes. Et est-ce que la Chine est réellement qu'un simple investisseur ou c'est aussi, parce que vous avez aussi dans votre présentation, vous avez aussi parlé de que ce projet ressemble plus à une sorte une nouvelle idéologie pour rassembler les Chinois vers une fierté nationale. Mais est-ce que c'est pas aussi la Chine, à travers ce projet, cette nouvelle route de soie, mais aussi de dresser aussi un modèle chinois à l'opposition aussi du modèle occidental, par exemple, que ce soit les États-Unis, enfin européens. Oui. Est-ce que c'est réellement que c'est un projet que économique, ou plutôt il y a quand même une stratégie politique derrière. Politique qui va mettre en compétition, alors je vais après. Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Parce que je crois à notre force européenne, et je crois toujours à notre système. Et je suis tolérante. Si la Chine veut faire ça maintenant, cette route de la soie, oui, elle peut le faire. Mais à mon avis, ce n'est pas une compétition à notre mode de vie, à notre système politique, à notre Europe. Et puis l'Europe est tellement forte. Je trouve que nous, les Européens, on a toujours tendance à se sous-estimer. Quand on voit maintenant ce grand projet d'infrastructure et la Chine fait ça et ça, c'est à cause de ça je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette grandeur ? Parce que l'Europe est vraiment très forte dans ces régions, dans cette diversité qu'on a. On vit vraiment dans une très belle région. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire pareil comme on fait la Chine? Quand je vois avec cette numérique, avec la Chine,
constamment avec WeChat. Je ne sais pas si vous connaissez WeChat, que la Chine se lève avec WeChat et va dormir aussi avec ça, va commander, tout faire. Et je suis sûre que l'Europe ne va jamais faire ça. Qu'en fait, parce que nous, on a une autre mentalité. Je crois toujours à notre mentalité, à notre force européenne. Mais c'est quand même un peu contradictoire par rapport, enfin bon, vu l'importance que le gouvernement chinois met sur ce projet de la nouvelle route de soie et le relatif modestie du montant relatif modeste de des investissements dans ces pays concernés. En Europe, maintenant je parlais qu'en fait en Europe, la Chine a une part d'environ 5% toujours. Mais elle joue, à mon avis, que la Chine veut ça. Elle veut mettre le conflit, elle veut mettre cette compétition parmi ces pays membres de l'Union européenne. Mais il faut faire attention parce qu'en fait, il faut toujours rester dans tout ce que je dis quand on parle, parce que moi j'ai des partenaires chinois depuis maintenant 20 ans que je travaille ensemble avec la Chine. Donc, au début, j'étais mystique, un grand pays et tout ça, et puis doucement, j'ai tout relativisé et j'ai dit, mais alors, c'est un pays comme un autre, quand j'ai un partenaire commercial japonais, coréen, c'est en fait, on a toujours cette impression de mettre ce mystique, c'est grand pays. Je dis non, il faut le traiter comme un autre, comme tout autre investisseur, comme en français, anglais. En fait, il faut rester toujours cool, je dis, rester calme, rester cool, et puis c'est pas se laisser faire avec ces grandeurs, avec ces chiffres, parce que la Chine joue avec ça. Elle joue avec cette grandeur, avec les chiffres et tout ça. Et c'est à cause de ça que je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? L'Europe n'a pas besoin de faire ces grands projets d'infrastructure. On n'a pas besoin de ça. On a d'autres forces. On est vraiment super bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. En fait, on s'intoxique. Et ça, si vous voulez, ce qui se passe à propos de l'Afrique, c'est une évidence quand on a regardé un peu. Tout le monde sait, par exemple, quand vous allez au Congo, que l'aéroport de Maya Maya a été construit par les Chinois. C'est ce qu'on vous dit partout. Quand vous regardez de près, c'est faux. Ils ont construit l'aérogare. C'est Vinci qui a construit ce qui est fondamentalement l'aéroport, c'est-à-dire les pistes d'atterrissage et d'envol. Quand vous regardez au niveau du budget de ces aéroports, l'important de l'aérogare, c'est de l'ordre de 2,5% du budget. Les pistes d'envol, c'est 51% du budget. Mais Vinci, il n'a pas fait la vente. Les majorettes, des grandes déclarations dans la presse avec du rouge et du doré. Non, ça s'est fait de façon tout à fait discrète. Donc, alors, c'est cette image que l'on a qui nous intoxique en permanence. Et là, la route de la soie, c'est le même phénomène. On en parle d'abord parce qu'effectivement, comme on s'est déjà fait tout un cinéma, la crainte est encore plus facile. Et agiter la crainte, ça fait vendre des journaux. Donc, on est dans un cercle qui est absolument vicieux. Hein, on n'arrive plus, alors, effectivement les chiffres aussi nous empoisonnent, nous intoxiquent, ils sont tellement gros qu'on ne connaît plus leur sens, ou bien quand ils ne sont pas gros, on les a sortis du contexte. Si on vous dit 2,4 milliards d'investissements chinois en Afrique, dit comme ça brutalement, vous faites « Ah oui, vous regardez ça par rapport à votre revenu mensuel. Hein, mais si vous regardez le même chiffre par rapport à ce qui se passe ailleurs, vous dégonflez le processus. Bon. Et nous auto-intoxiquons et nous sommes les pires complices de la Chine dans ce processus. C'est une question un peu naïve. Alors pourquoi les routes de la soie? Parce que ça fait partie de la symbolique, de la référence? On nous renvoie une image qui nous dit quelque chose. Parce que c'est très fort. Ben oui, ça fait partie de ce que vous dites? Mais oui, mais ça fait partie de la mise en scène permanente de toutes les actions. Mise en scène sémantique, là. Oui, mais les Chinois, le Parti communiste chinois est passé maître des mises en scène et ne fait rien sans qu'il y ait une mise en scène. Bon. Et cette mise en scène, on la prend au premier degré. Donc on est foutu à partir de moi dans notre interprétation. Oui, je crois que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, parce qu'on a discuté à la fois des actions commerciales
et l'investissement direct. Alors, la transaction commerciale, bon, c'est la vente, service, on crée un port, etc. Et l'investissement direct étranger, c'est donc la localisation de capital pour une durée, pour faire des choses. Alors les choses, c'est quoi? Soit on a un avantage comparatif, on va faire des voitures comme Ford va faire au Mexique, donc c'est une technologie supérieure qui vient, et puis on va profiter de la main-d'œuvre parce qu'on va créer des biens et puis on va réexporter. C'est le cas de l'Allemagne en Europe de l'Est. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand je parlais des capitalismes dépendants, et bien des pays comme la Slovaquie, quasiment, ce sont des pays qui sont dépendants de l'Allemagne. Bon, pourquoi? Parce que la quasi-totalité de l'investissement, des emplois, une grande partie des emplois, des exportations, sont liés aux investissements qui sont faits par l'Europe. Alors, donc, si on prend ça comme tableau, enfin, ils sont comme mesure, est-ce que la Chine fait la même chose? Alors, c'est là où c'est très intéressant, parce que non, la réponse est non. Aujourd'hui, le gros problème de la Chine, c'est son problème numéro un, c'est le fait que dans toute une série de secteurs qui sont considérés comme les plus importants, il n'y a pas encore de rupture technologique. Alors les Chinois vont dire, oui, on n'a plus besoin de monnaie parce qu'on a notre appareil. C'est vrai qu'il y a des économies d'échelle et on peut avoir des vélos en montrant son appareil. Mais c'est pas une rupture, enfin, c'est intéressant, mais c'est pas une rupture technologique. La rupture technologique, c'est comment on introduit une innovation qui va avoir des répercussions sur la manière de consommer, de produire, d'employer des gens, etc. Or aujourd'hui, on ne les a pas. Et c'est ça qui va expliquer pourquoi dans les investissements directs étrangers, ce qui est intéressant pour les Chinois, c'est pas tant la Serbie, c'est pas tant, c'est acheter, c'est l'Allemagne, et encore pour dépecer. J'ai un de mes étudiants, un thésard, qui a fait une thésarde chinoise, qui a fait sa thèse avec moi sur la stratégie d'une entreprise chinoise qui a racheté McCormick à Saint-Dizier. Bon, c'était pourquoi? C'était pour acheter la boîte de vitesse, 14 vitesses automatiques, parce qu'ils n'ont pas ça, pour mettre sur les tracteurs chinois. Donc on achète la technologie et on s'en va. C'est pas pour créer une nouvelle ligne de tracteurs pour nos paysans, etc. Donc c'est ça qui est un critère extrêmement, quand on parle de l'investissement direct étranger, mais chinois, c'est de voir que soit on se met aujourd'hui par exemple, si on prend les investissements étrangers chinois en Allemagne ou en Europe, on s'aperçoit que ce sont des investissements de proximité près des lieux d'innovation. Hein. Bon, soit on achète tout à coup une firme qui fait des robots, soit on se met près, ou à Detroit aux États-Unis, on se met dans des lieux où on est proche de la création, de l'innovation. Donc c'est ce qu'on appelle les fameuses chaînes de valeur, hein, c'est-à-dire on se met proche des lieux de création de la richesse. C'est ça l'investissement aujourd'hui, c'est-à-dire les chaînes de valeur, ça va au-delà des comptables, de la vision comptable des balances des paiements, c'est comment les flux économiques, les flux d'échange sont générés par des activités, autour d'activités qui créent de la valeur et qui entraînent, et donc qui vont avoir en cascade un impact. Et quand on regarde l'investissement chinois, en grande partie, c'est ça. Donc en Afrique, on va servir soit du matériel, soit on va construire, soit on va accueillir des produits, etc. Mais il n'y a pas de production de masse, il n'y a pas d'usine de téléphone, il n'y a pas de choses de ce type. Soit on vient en Allemagne, en Angleterre, etc., puis on va se mettre dans le système financier ou dans la technologie parce qu'on va être proche. Et parfois, on essaye, et c'est ça qui est assez intéressant dans le cas de CS+1, des investissements chinois en Bulgarie, qu'on fait une petite usine automobile qui va faire du montage automobile à Varna, en Bulgarie. Bon, ils ne vont pas faire grand-chose. Les Chinois en Algérie essayent de monter des voitures, ils ne vont pas en faire, il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Donc, le problème aujourd'hui, à travers l'investissement chinois, c'est est-ce que ces investissements créent de la valeur d'une part et créent des chaînes de valeur, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la capacité de polariser des activités économiques autour de l'investissement qui est fait. C'est un peu ça ce qui est intéressant dans la... Bon, alors en quoi la route de la soie permet cela? Alors, Alors ça, c'est un autre problème, parce que, bon, peut-être les marchandises peuvent aller en Allemagne, vont mettre 10 jours au lieu de mettre 3 semaines par le bateau, mais en quoi les gares le long de la ligne ça va être des hubs. Alors, les Chinois nous disent que dans quelques années, ça sera des hubs
disons, au Kazakhstan, etc. Et puis vous allez voir, ça va se développer. Mais rien ne dit qu'au fin fond du Kazakhstan, on va faire des hubs de ce type. C'est ça le grand problème. Donc l'activité économique, elle est dans le centre, elle est en Europe occidentale. Et puis le long de la route, en Biélorussie, il n'y a rien. En Sibérie, il n'y a rien. Dans la steppe, il n'y a rien. D'une part. Et d'autre part, et je n'en ai pas parlé ici, mais il y a des phénomènes très intéressants, parce qu'il y a des conflits de routes. Aujourd'hui, entre l'Inde fait ses propres routes. Le Japon, Corée essaie de faire des routes, des routes électroniques, mais des routes aussi physiques, à tel point que la Chine aujourd'hui se réveille et est prête à faire une route de l'Antarctique. Bon. Et même s'il y a une coopération entre la Russie et la Chine autour de ce trou de la soie, il y a des conflits aussi entre des projets russes et des projets chinois. Donc c'est très très compliqué. Les Turcs aussi ont leur propre route qui va pas. Et les Iraniens aussi. Les Iraniens ont des projets de route qui vont, sans parler des Indiens, qui ne convergent pas. Donc il y a la Chine qui peut être un acteur principal le long de cette route, mais il y a, c'est pour ça que je dis toujours que tous les chemins mènent à Rome, mais Rome n'est plus dans Rome. Voilà. Encore une question, oui, monsieur? Vas-y, Est-ce que finalement, en vous écoutant, on est un petit peu étonné de voir qu'effectivement on n'a pas à craindre cette espèce d'hégémonie chinoise. Est-ce que la limite à cette hégémonie par rapport aux États-Unis à une certaine époque, c'est d'avoir véhiculé en même temps une saisie économique, un apport culturel, ce qu'ont fait les Américains avec les Far West, avec des choses, le cinéma, la musique. Alors que les Chinois, bon, ça ne reste que finalement très matériel, très comptable. Il n'y a pas véritablement, me semble-t-il, une transmission de leur propre. Oui, il y a eu les partis marxistes-léninistes dans les années 60. Oui, c'était ça. Enfin, la domination chinoise, c'était ça. Pas loin d'ici, les cinémas Odéon ont été rachetés par les Chinois. Oui, mais ça ne produisent pas quelque chose qui est... Alors, non, c'est pas ça. C'est que vous voyez simplement qu'une partie du processus, parce que vous avez également un phénomène de regroupement de grandes entreprises chinoises qui travaillent dans ce secteur, qui vont aller vers la production, qui vont aller vers la diffusion, qui vont utiliser un certain nombre de supports modernes. Ce sont des choses qui se mettent actuellement progressivement en place. Alors, et avec comme terrain d'essai l'Afrique. Où en Afrique, par exemple, Star Times est en train de produire, est en concurrence avec Canal+, qui essaie de sauver ce qu'il a fait en France en s'installant en Afrique. Il se retrouve en face, précisément, de Star Times, qui lui a bouffé plusieurs marchés. Donc, mais ils ont des démarches qui sont comparables, et à travers ça, ils sont en train de diffuser des façons de voir relativement différentes. Pensez à ce film récent qui s'appelle Wolf Warriors, qui a été un film qui a fait un nombre d'entrées phénoménales en Chine, mais qui est un succès aussi phénoménal en Afrique. Alors c'est montré comment les Africains, à l'aide des Chinois, foutent la fessée aux Occidentaux. Bon. Donc, si vous voulez, vous avez un cinéma qui va... Vous savez que les soap-opéras chinois sont doublés en français et en anglais en Afrique, et ça a un succès phénoménal. Bon. Donc vous avez par ce biais la même procédure qui a été la vision du monde idyllique qu'a diffusé Hollywood dans les années 40. Ce processus s'installe. Oui, mais il n'y a pas de... La question, je crois, c'était... parce que bon... C'est l'idéologie, c'est le mode de vie, c'est les aspirations. Non, mais indirectement, à travers ça, on fait passer une nouvelle vision des choses, montrer que, quand je prends ce film Wolf Warriors, il est évident, c'est montrer un monde où les Occidentaux ne sont plus les maîtres, ne sont plus ceux qui diffusent une vérité, etc. Ouais, mais moi, je parlais de la Chine ancienne, c'est-à-dire la mythologie de notre... Oui, mais alors là, elle a été aussi reconstruite entièrement pour servir. Tout le mythe autour de l'amiral Chen He, c'est un mythe qui a été complètement reconstruit. Quand vous voyez la daube qu'on vous sert actuellement sur Jérusalem, et que vous allez voir, par exemple, à Malacca, le musée de Chen He, où il est sans pudeur, on vous dit exactement tout ce qui s'est passé. C'est exactement ce qu'il a fait, Chen He a fait à Malacca ou en Afrique, c'est ce que l'amiral Perry a fait au Japon. C'est-à-dire que vous avez une flotte armée, il y avait 28 000 personnes, soldats qui sont arrivés à Malacca avec 280 bateaux. Bon.
Comment voulez-vous qu'un petit sultanat comme ça n'ouvre pas ses portes? Bon. Donc, mais ça, ce ne sont pas les choses que l'on dit lorsque l'on parle de l'apport ou de la liaison ancienne que la Chine a pu établir avec l'Afrique. C'est toute une histoire qui est complètement édulcorée, qui n'a strictement rien à voir. Qui m'ont joué, Genro n'est pas resté, hein, il n'a pas colonisé. Bon, les circonstances étaient différentes, mais en fait, il faisait exactement comme l'amiral Curie lorsqu'il est arrivé au Japon, ex-prof de force avec les bateaux, etc. Et les autres, bon, qui ne voulaient pas. Donc, toute l'histoire chinoise a d'abord été récupérée à destination des Chinois eux-mêmes. Tout ce qu'on vous dit du confucianisme, c'est une reconstruction du confucianisme. Vous avez à côté d'ici, au Collège de France, vous avez un professeur éminent qui s'appelle Han Chen, qui montre précisément dans une partie du cours et de vous montrer cette reconstruction du confucianisme à l'heure actuelle. Le vrai confucianisme, il n'y a qu'un endroit où il existe, c'est à Taïwan. Parce que c'est dans la continuité. Mais tout a été reconstruit. Et à destination du pays. Et c'est-à-dire que les lieux de culte de Confucius sont venus des Disneyland, des Confucius-land. Donc vous voyez que l'histoire qui pourrait diffuser, c'est une histoire qui est remasterisée pour créer une image et pour nous intéresser. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Alors, dernière question, vraiment. Une dernière question. En ce moment, en Afrique, la Chine commence à créer des banques mixtes. Par exemple, au Congo, il y a une banque sino-congolaise. Doit-on y voir une stratégie bancaire et si oui, quel serait l'objet de cette stratégie? La stratégie bancaire, aujourd'hui, ce dont manque la Chine en Afrique, c'est d'informations sur les pays africains eux-mêmes. Ils ont constaté que les lieux où l'on pouvait réunir le mieux ces informations, c'était précisément les banques. C'était l'objet du rachat de la Standard Bank en Afrique du Sud en 2008. Ça a été l'objet de négociations qui n'ont jamais abouti avec la Société Générale, qui est parfaitement bien implantée, etc. Comme ça ne marche pas partout, il y a d'autres une solution, c'est de soi-même s'ouvrir comme guichet sur place. Mais disons que, inversement, c'est aussi, comme toute la présence chinoise en Afrique, c'est une chance pour l'Afrique si l'Afrique instrumentalise la présence chinoise, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, ce que font les Chinois en Afrique, ça ne dépend pas des Chinois, ça dépend d'abord de ce que font les Africains de cette présence. Bien, cette fois-ci. Merci. Merci.